Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 24 avril 2023 qui s'est déroulé à Chicago et c'est important de le mentionner puisque ça a beaucoup fait parler avant que le show commence. Donc on a eu plusieurs rumeurs qui sont sorties un petit peu de nulle part. Au départ, c'était assez bizarre, mais il paraît que CM Punk du coup était backstage à Raw. Oui, CM Punk, la superstar, enfin le catcheur de Elite Wrestling, était bien à Raw. Il y a des vidéos qui ont fuité où il parlait avec Tamina, etc. Et à ce qui paraît, du coup, il est arrivé en backstage de Raw. Il a premièrement parlé avec le Miz pour régler deux trois conflits qu'ils avaient entre eux. J'imagine qu'ils sont juste croisés et que c'était pas l'intention de base de CM Punk d'aller à Raw pour régler ses conflits avec le Miz, des conflits qui datent d'une certaine période. Enfin bref. Mais il aurait aussi parlé avec Triple H, mais assez brièvement. Il lui a parlé rapidement, juste avant que la sécurité lui demande de partir parce que c'est assez normal. Il fait pas partie de la compagnie. Il fait partie de la compagnie adverse. Enfin adverse, vous avez compris, il n'y a pas de réelle adversité entre les deux compagnies, mais il fait pas partie de la WWE, il est pas sous contrat, il est sous contrat avec une autre fédération de catch, donc forcément, il va pas rester en backstage. Ça peut être pour plein d'autres raisons. J'imagine qu'il y a plein de superstars enfin plein de catcheurs d'autres fédérations qui sont souvent en backstage à la WWE. J'imagine Andrade, ce genre de catcheurs qui sont affiliés à certaines superstars de la WWE. Mais là, pour CM Punk, c'est assez différent. Il n'a rien à faire là. Je veux dire, ça fait maintenant 8 ans qu'il est plus à la WWE. En 8 ans, la WWE est passée plein de fois à Chicago. Il aurait pu venir avant, mais là, pourquoi il vient maintenant? Donc forcément, c'est très étrange. Du coup, il y a plein de rumeurs qui courent maintenant sur Internet. La première rumeur serait qu'il voulait juste rendre visite à ses anciens collègues, tout simplement. Mais bon, là, encore une fois, la question se pose. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? C'est quand même assez spécial. Il y a une autre rumeur qui a l'air très probable, c'est qu'il serait juste venu pour faire un petit coup de buzz, un petit coup de pub avant de faire son retour à la All Elite Wrestling. Et la dernière rumeur qui me paraît un peu improbable, c'est juste il a envie de faire son retour à la WWE, du coup il est venu parler à Triple H. Peut-être qu'il s'est pas mis d'accord avec quand ils ont fait une réunion avec Chris Jericho récemment à la All Elite Wrestling, qui veut voir autre chose. Enfin, je sais pas, c'est juste bizarre et je trouve ça un petit peu bête de la part de CM Punk de venir à ce moment-là, surtout qu'il allait, il est censé savoir que ça allait faire du bruit sur Internet, que ça allait faire des problèmes pour rien. Et j'espère juste que c'est pas un coup monté juste pour faire un petit peu de pub pour son retour à All Elite Wrestling. Ce serait juste une manière totalement débile de le faire et pas nécessaire. Je vois pas un catcheur de la WWE aller faire la même chose à Elite Wrestling juste pour faire de la pub. C'est totalement ridicule. Mais en tout cas, ça reste intéressant à faire à suivre. En 2023, il se passe tellement de choses, donc tout est possible en vrai. Mais on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Du coup, on commence le show du coup avec Cody Rhodes qui arrive. Bizarrement, pas de chance CM Punk. Je pensais qu'on allait avoir le retour des chants CM Punk, mais finalement, pas de chance CM Punk. J'imagine que toutes les personnes qui étaient présents enfin tous les fans qui étaient présents lors de cet épisode d'Euro, c'est pas l'entièreté des gens qui sont fans au point d'aller sur Internet voir tout ce qui se passe, toutes les rumeurs, etc. Je crois que c'était Beberay qui avait parlé de ça une fois, j'avais entendu parler de ça sur Twitter, où il disait que le public ECW a migré vers NXT quand NXT est arrivé, et le public NXT a migré vers Elite Wrestling quand Elite Wrestling est arrivé, et c'est un petit peu la vérité, hein. Je pense que le public actuellement du main roster n'est plus le même qu'on a pu l'avoir il y a quelques années, pas très lointain non plus, hein, mais, euh, mais je pense que juste là maintenant on a en plus un public un peu plus enfantin, un peu plus familial, où c'est pas forcément des fans qui se déplacent pour venir voir le show, mais surtout des fans qui habitent dans la région, qui veulent juste profiter d'un moment en famille ou juste regarder leur superstar favorite. Donc ouais, ça a changé, pas de chance CM Punk, pas trop de bordel, mais quand même le public qui était à fond pendant cet épisode d'Euro. Donc on a Cody Rhodes qui arrive, il nous dit qu'il est ici dans l'arène où il a fait son match face à Seth Rollins et Il Nocel, le fameux Il Nocel match qui a reçu 5 étoiles, où Cody Rhodes du coup s'était blessé le pec. Donc il va enlever sa chemise pour montrer cette cicatrice-là. Il va parler de ça, ensuite il va parler de Brock Lesnar. On continue de build-up un petit peu cette rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Et ça reste toujours aussi intéressant jusqu'au moment où Cody Rhodes va se faire interrompre par Finn Balor. Là pareil, je trouvais ça assez intéressant, cette petite confrontation entre Finn Balor et Cody Rhodes. C'est l'un des seuls heels à Raw actuellement qui peut travailler avec Cody Rhodes sans qu'on extrapole trop le truc, qu'on en fasse un truc plus gros que Brock Lesnar. Donc je trouve que c'était juste parfait de ramener Finn Balor. En plus, ils ont une histoire plutôt en commun. Finn Balor, il connaît bien le papa de Cody Rhodes. Ensuite, ils ont fait partie du Bullet Club tous les deux. Pas en même temps, mais ils ont tous les deux fait partie du Bullet Club. Du coup, je trouvais ça intéressant. Et du coup, ça nous a mené à un match plus tard dans la soirée. Cody Rhodes, il nous a annoncé que finalement, il a été autorisé par les médecins à recatcher plus tôt dans la soirée.
Donc il a lancé un challenge à Finn Balor. Finn Balor a accepté et on aura le match un petit peu plus tard. J'ai failli oublier de mentionner que de base cette histoire-là, c'est Finn Balor qui a demandé à Cody Rhodes de rejoindre le Judgment Day, mais Cody Rhodes a refusé poliment et du coup Finn Balor à ce moment-là a dit si t'es pas avec nous, bah t'es contre nous, un petit peu comme le Nexus à l'époque. Enfin bref, c'est la phrase qu'ils utilisent depuis un petit moment maintenant, Judgment Day. Et du coup on aura le match encore une fois un peu plus tard dans la soirée. Entre temps, on a un six-man tag team match entre la Bloodline du coup Sikoa et les Usos face à LWO, donc Cruz del Toro, Joaquin Wilde et Santos Escobar. C'était un très très bon match très fun. D'ailleurs, l'entrée de LWO avec Viva la Raza au départ, c'était juste incroyable. Ils font une présentation de ouf pour LWO et je trouve ça bien qu'on mette de l'ampleur autour de eux et les mettre un petit peu plus en avant, même s'ils perdent toujours leur match. Là aussi, ils vont perdre leur match d'une manière assez controversée puisque à la fin, l'arbitre sera concentré par les Usos derrière et à un moment donné, on aura Sikoa qui va mettre un Samoan Spike mais pendant que Cruz del Toro était sur la troisième corde et qu'il voulait faire, j'imagine, une sorte de coast to coast au catcheur qui était de l'autre côté. Donc enfin bref, il va se prendre le Samoan Spike, il va se prendre le tomber. Victoire de la Bloodline. Je trouve ça cohérent de donner cette victoire à la Bloodline puisque on aura bien les Usos du coup qui vont affronter Sami Zayn et Kevin Owens cette semaine du coup à SmackDown pour les sites par équipe. D'ailleurs juste après le match, on a les Usos qui disent qu'ils vont dédier leur victoire la semaine prochaine à Roman Reigns. D'ailleurs, par la suite, en backstage, on aura Jey Uso qui sera au téléphone, qui va se faire croiser par Sami Zayn. Sami Zayn, il s'inquiète un petit peu pour Jey Uso. On voit que ça continue toujours entre les deux. On voit que on n'est pas passé directement à autre chose et c'est pas plus mal finalement, parce qu'en général, ça arrive souvent à la WWE où on a des histoires qui sont ancrées et on tourne la page carrément, on n'entend plus parler de certaines choses. Donc là, on reste dans la cohérence. On a Sami Zayn qui dit, qui s'inquiète et qui s'inquiète un petit peu en soi pour Jey Uso qui dit tu vas perdre la semaine prochaine à SmackDown. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Qu'est-ce que Roman Reigns va te faire? Vous avez dédié cette victoire à Roman Reigns, mais vous allez perdre. Donc il s'inquiète un petit peu. Jey Uso il dit pourquoi tu t'inquiètes pour nous? Tu devrais t'inquiéter pour toi. Tu vas encore perdre ton ami. Enfin bref. Encore une fois, on continue cette histoire-là avec les Usos. D'ailleurs, tant qu'on y est, en parlant de Latino World Order, depuis quelques temps, on a Chavo Guerrero qui pète son cap sur les réseaux sociaux. Il n'arrête pas de critiquer Rey Mysterio. Il dit que Rey Mysterio, il veut mettre en valeur le nom des Guerrero, mais au final, il fait rien. Il utilise juste ce nom-là à la télévision, mais il donne pas d'argent aux petits enfants. Enfin bref, une histoire assez personnelle où il critique clairement Rey Mysterio. Il dit que Rey Mysterio, ça n'a jamais été l'ami de Eddie Guerrero, que Eddie Guerrero, il n'a jamais apprécié Rey Mysterio. Il y a pas mal de fans qui prennent ce que dit Chavo Guerrero et qui pensent que c'est une storyline, c'est un work en gros. Moi personnellement, je pense pas. Je verrais mal la WWE amener une storyline sur ce genre de truc avec Chavo Guerrero. Surtout Chavo Guerrero, on l'a plus vu à la WWE depuis un petit moment. Après, ça pourrait être intéressant. En vrai, c'est une storyline. Ça me choquerait un petit peu moins parce que là, les propos de Chavo Guerrero me choquent personnellement. Donnez-moi votre avis par rapport à ça dans les commentaires. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans l'épisode de Raw, puisque en aucun cas on a entendu parler pendant Raw, mais je trouvais ça intéressant. On fait quand même le lien entre Latino World Order et Chavo Guerrero. Donc voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a eu un tag team match qui n'était pas prévu de base, mais sur les réseaux sociaux, on nous a annoncé que Vince McMahon avait fait 2-3 changements pendant l'épisode de Raw, enfin un petit peu avant l'épisode de Raw, mais il avait fait 2-3 changements. Finalement, des changements qui sont pas tant problématiques que ça. Au final, on a eu un bon match par équipe entre Street Profits, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Ça leur a donné du temps d'écran aux deux équipes. De base, on devait avoir un truc avec Piper Niven et Candice LeRae, mais finalement, Vince McMahon, à ce qui paraît, il les aime pas trop, donc il les a pas mis à la télé. Un peu dommage pour elle, mais c'est pas des changements qui ont impacté trop l'épisode de Raw, contrairement au Raw After Mania qui était catastrophique. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que du coup, pendant le match des Street Profits, on voit que Montesford, il n'est pas en tenue de catch, du moins il catch en jogging et il n'avait pas, j'imagine, de short ou sa tenue habituelle pour catcher. Donc voilà, affaire à suivre encore une fois avec Vince McMahon, c'est inquiétant, mais pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. Victoire des Street Profits qui remporte le match là. J'ai bien peur que les Street Profits vont être séparés pendant la draft, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait quelques temps qu'on en parle, donc ça paraît un petit peu inévitable, je trouve. Ensuite, on a Triple H qui a fait son entrée. Avant que le show commence, on nous a annoncé que Triple H allait avoir une annonce à nous faire durant
durant cet épisode de Raw. Du coup, il fait son entrée, il va nous parler des 1000 jours de règne de Roman Reigns qui approchent à très grands pas. Il va nous dire que pendant ces 1000 jours de règne, Roman Reigns, il a fait quelque chose de très intelligent puisqu'il a réussi à se négocier une position dans laquelle il a actuellement le luxe de ne pas avoir le besoin de défendre son titre fréquemment. Et c'est très très bien pour lui. Mais le problème, c'est que c'est assez mal pour la WWE et Triple H nous le dit lui-même. C'est pas bon pour la WWE, la WWE mérite plus, les fans méritent plus, et on a besoin de beaucoup plus que ça. C'est pourquoi ce qu'il va mettre en place Triple H, c'est que du coup on aura la draft. Il a dit que la draft ça allait changer beaucoup de choses à la WWE. Donc Roman Reigns va prendre ses deux titres, du coup son titre universel, son titre WWE, il va les emmener dans le roster où il sera drafté. Et dans le roster inverse, Triple H va nous dévoiler du coup le nouveau championnat du monde, un titre poids lourd, il fait revenir le titre poids lourd, mais avec un design assez changé, un peu plus moderne. Je le trouve personnellement magnifique ce titre-là. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui sont assez déçus parce qu'on voit encore une fois le logo de WWE en plein milieu. Mais bon, moi ça me dérange pas trop que ça. Au départ, j'étais ravi à l'idée de revoir le titre poids lourd un jour dans le main roster, le titre original, et j'étais un petit peu déçu de me dire qu'ils allaient changer, qu'ils allaient faire deux trois petites modifications sur le titre. Finalement, je le trouve très très beau et plus je regarde le titre, plus je le trouve magnifique. Donc encore une fois, Triple H nous annonce que ce titre-là sera remporté pour la première fois à Night of Champions, du coup fin du mois de mai. Je crois que c'est le 28 mai, un truc dans le genre. Et du coup, ce sera le titre principal du roster inverse de Roman Reigns. Par contre, maintenant, pas mal de questionnements par rapport à ça. J'espère en tout cas que la WWE va continuer la lignée du titre poids lourd avec ce titre-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas que la WWE nous fasse un nouveau titre avec un nouveau palmarès comme ils ont pu le faire avec les titres par équipe à l'époque, où du coup le champion qui aura le titre à Night of Champions sera le premier champion de l'histoire de ce titre-là. Moi j'ai envie qu'il continue cette ligne avec le titre poids lourd. Du coup, le dernier champion du titre poids lourd c'était Randy Orton en 2013, et que du coup on continue, et le prochain champion il continuera ce palmarès-là, et juste qu'on change pas un petit peu la lignée de ce titre-là. Autre questionnement par rapport à ça, c'est qu'est-ce que Roman Reigns va faire de ces deux titres. Moi personnellement, ma théorie c'est qu'une fois qu'il aura atteint les 1000 jours de règne du coup à Night of Champions, c'est qu'il va juste, envoyer à la retraite le titre universel. Je ne savais pas le dire autrement. Donc il va enlever le titre universel et il va garder le titre de WWE. J'espère juste qu'ils vont pas changer le design parce que personnellement, le design du titre de WWE actuel, je le trouve magnifique et j'ai juste pas envie qu'il le change. J'ai envie qu'on le garde pendant encore un petit bout de temps. J'ai juste pas envie qu'on change ce design. Beaucoup de questionnements aussi par rapport au titre qui est arrivé, puisque ça fait beaucoup parler. Est-ce que ce titre-là, c'est pas finalement un titre, un titre seconde médaille, la médaille d'argent, pas aussi prestigieux que le titre de Roman Reigns? C'est le cas. Et finalement, malheureusement, je pense que c'est un mauvais timing. Je pense qu'ils auraient dû dévoiler ce titre-là une fois que Roman Reigns aurait perdu ses titres pour avoir une sorte que ce soit assez équitable entre les deux titres et qu'on n'ait pas un titre qui soit plus au-dessus que l'autre, même si c'est toujours comme ça. Même le titre universel à l'époque, il était devenu un peu plus important que le titre WWE, inversement. C'est toujours pareil. Mais là, j'espère juste qu'ils vont réussir à élever le prestige du titre poids lourd et en faire quelque chose d'aussi grand que les titres de Roman Reigns. C'est pour ça qu'il faut choisir un bon premier champion. Personnellement, j'ai déjà plein d'idées en tête, mais j'en ferai une vidéo un peu plus où je vais un petit peu plus rentrer dans le sujet et voir qui pourrait être champion, qui pourrait ne pas être champion et comment booker ce titre à la perfection pour que ce soit l'une des meilleures manières de le booker et que les fans soient contents par rapport à tout ça. En tout cas, je trouve que c'est une superbe nouvelle. Ça fait plaisir d'avoir deux championnats du monde. Personnellement, je préfère qu'on ait un titre championnat du monde pour chaque roster. Comme ça, on a des histoires différentes pour chaque titre. C'est beaucoup mieux personnellement. Je sais qu'il y en a qui, encore une fois, sont pas trop fans de ça. Mais personnellement, je trouve que c'est une grande nouvelle pour la suite de la WWE et j'ai juste hâte de voir quel héritage aura ce titre et j'espère qu'il aura un héritage bien meilleur qu'on a pu l'avoir avec le titre universel. Même si le titre universel, personnellement, moi je l'ai pas trop détesté. Je préférais son design en rouge, mais même si le design du titre universel était très très moche et que c'était pas assez recherché, bah ils ont réussi à le rendre important et quand j'ai vu des catcheurs comme Finn Balor, Kevin Owens, Seth Rollins, etc. Enfin, il y a que cela que je retiens bizarrement, devenir champion du monde, bah personnellement ça m'a donné de l'importance envers ce titre-là et j'espère qu'ils vont pouvoir faire de même avec le titre poids lourd qui mérite du coup d'avoir un bel héritage. Ensuite, on a eu un Six-Women Tag Team Match du coup entre Damage Control, Bayley, Io Sky et Dakota Kai face à la championne d'Euro Bianca Belair et les championnes par équipe du coup Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Il s'était passé un petit segment backstage un petit peu avant le match, enfin un petit peu plus tôt dans la soirée
où il s'était passé des choses. On voyait qu'Io Sky était assez bizarre envers Bailey, il n'était pas trop d'accord des décisions de Bailey. D'ailleurs, il y a un match qui a été annoncé plus tôt dans la soirée, c'est que du coup, Io Sky, qui était devenue la challengeuse numéro 1 au titre de Raw féminin, allait affronter du coup Bianca Belair à Backlash. Et tant mieux, les fans ne sont pas trop contents encore une fois parce que ça n'a pas été mis en place avec des promos, avec une construction, etc. Mais moi je trouve que c'est de la compétition pure et ça me va totalement. Io Sky a remporté son match de challengeuse, elle a son match, pas besoin d'aller plus loin, même si on continue de construire la storyline par la suite, et tant mieux. Mais du coup, on a eu ce match-là, victoire de Bianca Belair, Raquel Rodriguez et Liv Morgan. J'aurais préféré une victoire de Damage Control, mais ça reste assez cohérent puisque Damage Control va être séparé, j'imagine, avec la draft. Et que Bianca Belair est championne et les championnes par équipe sont championnes. Du coup, elles ont besoin de victoire et besoin de paraître fortes. Et c'est assez logique. Mais je pense qu'une victoire de Damage Control, ça aurait pas fait de mal. Juste pour instaurer le doute et se dire que finalement, Io Sky pourrait remporter le titre d'Euro. Et j'espère que ce match va être juste ouf et ça risque d'être un super bon match. Ça redonne un petit peu plus d'intérêt, je trouve, à la carte de Backlash qui est pour l'instant bien mais sans plus avec les Homos et Trollins, enfin bref. Ensuite, on a Austin Theory qui a fait son entrée. Il va parler du nouveau titre que Triple H a mis en place. Il dit qu'il devrait avoir ce titre-là autour de ses épaules, etc. Et qu'à la place, Triple H lui a donné un triple threat match avec Bronson Reed et Bobby Lashley. Donc il va pouvoir perdre son titre sans se prendre le tombé, alors qu'il devrait juste être champion actuellement. Donc là, on a Bobby Lashley qui va arriver, qui va dire que c'est lui qui a demandé ce match-là à Backlash. À ce moment-là, Austin Theory va dire un truc intéressant. Il va dire que si Bobby Lashley est aussi fort pour demander des matchs, bah pourquoi il n'a pas eu de match à WrestleMania. Puis par la suite, Austin Theory et Bobby Lashley vont s'attaquer, ils vont s'échanger des coups, jusqu'au moment où Bronson Reed va arriver pour attaquer Bobby Lashley. Donc là, à ce moment-là, Austin Theory et Bronson Reed vont collaborer pour attaquer Bobby Lashley. Mais à ce moment-là, Bronson Reed va en profiter pour attaquer Austin Theory, lui mettre un tsunami et il va terminer le segment avec le titre des États-Unis. Je pense que Austin Theory va monter dans le main event et va perdre son titre des États-Unis. Je pense que la WWE va le pêcher suffisamment pour ça. Donc je pense que Bronson Reed peut être un bon champion des États-Unis. C'est bien pour lui. Je pense qu'il fait partie des meilleures, des meilleures signatures depuis que Triple H a pris le contrôle de la WWE. Même si au départ c'était assez lent, là je trouve que Bronson Reed a une construction plutôt pas mal et un bon booking. C'est super bien pour lui. Et je pense qu'il peut être un super bon champion des États-Unis. Mais bon, on verra bien par la suite. Ensuite, on a eu un match ensemble entre Chad Gable et Mustafa Ali. Forcément, Mustafa Ali à Chicago, chez lui, donc il a un match et tant mieux pour lui. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à Raw. Et il va battre Chad Gable. Donc assez logique, victoire assez logique, mais je pense pas qu'on va aller plus loin avec Mustafa Ali. J'aime pas trop sa gimmick actuelle où il est juste positif et il paraît un petit peu drôle. C'est assez similaire à la gimmick de Seth Rollins où ils vont juste rigoler. Enfin bref, c'est pas le genre de gimmick qui m'intéresse et c'est pas la facette de Mustafa Ali que je veux voir, mais je pense que ça paraît logique pour la WWE. Faut pas juste être un bon catch, enfin, faut pas juste être un bon catcheur in ring. Faut avoir le personnage en plus. Donc c'est bien pour Mustafa Ali et j'espère qu'il va pouvoir grandir un petit peu plus dans le main roster parce que pour l'instant ça reste le néant malgré cette victoire face à Chad Gable. Ensuite, on a eu le fameux match entre Finn Balor et Cody Rhodes. Très très bon match où Cody Rhodes va un petit peu plus briller que Finn Balor. Assez logique. Mais un truc intéressant, c'est que Finn Balor, pendant le match, il va attaquer Cody Rhodes en dehors du ring. Et il va se mettre à côté du titre poids lourd, il va le regarder. C'est le genre de truc qui m'intéresse personnellement parce qu'on voit qu'il y a un intérêt autour de ce titre-là. C'est pas juste le titre secondaire, personne ne le veut, mais si tu me le donnes, je suis d'accord. On voit que les gens portent de l'intérêt autour de ce titre-là, que ce soit Austin Theory, bon, Austin Theory, on s'en fout un petit peu, mais Finn Balor, vous allez voir ce qui se passe aussi après dans la suite de l'épisode d'Euro, ou même sur internet, Ricochet qui porte de l'intérêt, Ivar, bon, c'est pas des catcheurs qui peuvent aspirer tout de suite au titre poids lourd, mais on voit qu'il y a de l'intérêt et que les gens veulent ce titre-là, malgré que ça passe plus pour un titre secondaire actuellement que pour le main titre de la WWE. Enfin bref, victoire de Cody Rhodes qui va remporter ce match-là face à Finn Balor. D'ailleurs, pour moi, Cody Rhodes devrait continuer d'essayer de prendre le titre de Roman Reigns et pas d'avoir ce lot de consolation. C'est bien la seule personne que je veux pas voir devenir champion de monde poids lourd actuellement. Je préférais qu'il aille continuer d'essayer de battre Roman Reigns et devenir champion de la WWE puisque c'est le titre qui l'intéresse lui personnellement et pas autre chose. Enfin bref, ensuite on a Seth Rollins qui a fait son entrée et qui va lui aussi parler du coup de ce titre poids lourd.
Et c'est là où la WWE va être intelligent parce que Seth Rollins, il est très très bon au micro et il est très très bon pour donner de l'importance aux choses. Il est over avec la foule, donc c'est la meilleure chose à faire. Donc Seth Rollins va descendre du ring pour se mettre à côté du titre poids lourd. Il va dire que Triple H a fait plein d'éloges à Roman Reigns en disant que personne n'était au niveau de Roman Reigns pour le battre, etc. Mais que dans toute la liste des conservations de Roman Reigns, si je peux dire ça comme ça, il n'y a qu'une seule personne que Roman Reigns n'a pas battue, et c'est Seth Rollins. Et malgré que Roman Reigns soit toujours champion, il y a toujours des personnes qui veulent encore se battre, et c'est pour ça que ce titre-là, c'est une opportunité pour les personnes qui veulent se battre, c'est une opportunité pour les personnes qui veulent monter l'industrie vers l'avant, etc. C'est une opportunité pour tous les catcheurs. On s'en fout des part-timers, on s'en fout de tout ça, on veut des champions combatifs. Donc Seth Rollins a fait son petit pari sur à qui devrait revenir ce titre-là. Il re-rentre dans le ring, mais là on a Omos du coup qui fait son entrée puisqu'ils auront un match tous les deux à Backlash. Et là, Seth Rollins, pour moi, je considère que Seth Rollins a détruit Omos au micro. Il va prendre le micro, il va dire que Omos c'est une superstar générationnelle, mais qu'il a été né comme ça. C'est la personne la plus grande qu'il a vue de sa vie. Mais s'il est comme ça, s'il est grand, c'est parce que sa mère l'a accouché et il est né comme ça. Il n'a rien fait de plus pour être grand. Et c'est ça la différence entre lui et Seth Rollins, c'est que si Seth Rollins est aussi grand aujourd'hui, c'est grâce à lui et c'est lui qui s'est construit comme ça. Et il n'est pas né comme ça. Et c'est ça qui est différent entre Seth Rollins et Omos. Et d'ailleurs, Omos n'est pas assez bon micro pour pouvoir répondre à Seth Rollins. Donc Seth Rollins l'a totalement détruit. Donc il dit que à Backlash, il va rendre Omos populaire en disant un petit gros mot, mais bon, vous avez compris. Il va rendre Omos populaire en lui donnant le match de sa vie, en faisant une prestation de ouf, mais qui va botter le cul de Omos et remporter ce match-là. Donc ça reste intéressant, j'espère que ça va être vraiment le cas et que Seth Rollins va battre Omos parce que sinon là, c'est la descente aux enfers et c'est assez triste. Mais du coup, voilà. Et enfin, on a eu le main event. Rey Mysterio contre Damian Priest. J'aurais préféré peut-être avoir le match entre Finn Balor et Cody Rhodes en main event. Mais là, c'est assez différent. On avait Bad Bunny qui était dans les parages. Du coup, victoire de Rey Mysterio par disqualification, puisque dans le match, Damian Priest va balancer une chaise à Rey Mysterio et l'arbitre, du coup, va décider d'arrêter le match. Du coup, victoire de Rey Mysterio par disqualification. Après le match, Damian Priest continue d'attaquer Rey Mysterio, mais là, à ce moment-là, on a Bad Bunny qui débarque avec un kendo stick. Il va attaquer Damian Priest qui va s'enfuir, du coup. Et à ce moment-là, Bad Bunny va prendre le micro pour dire qu'il n'est plus l'hôte de Backlash. À Puerto Rico, il vient pour botter le cul de Damian Priest et que le 6 mai, ce sera Bad Bunny du coup contre Damian Priest dans un street fight match. Je m'attendais à un match par équipe, mais finalement non, et c'est peut-être pas plus mal finalement. Je pense que ça va permettre à Damian Priest de briller, même si je pense que le feu des projecteurs sera un petit peu plus sur Bad Bunny, c'est assez dommage. Je pense que Damian Priest mériterait une victoire contre Bad Bunny. On n'est pas là pour donner mes pronostics, mais bon, tant qu'à faire, j'espère que Damian Priest va remporter ce match-là. Ce sera un street fight, donc ça sera intéressant. Les deux sont portoricains, donc encore une fois, je pense que c'est un bon petit booking et j'espère qu'à côté de ça, Rey Mysterio et LW auront un programme pour Backlash parce que ça pourrait être chouette pour eux, peut-être d'être dans les parages ou je sais pas, mais j'espère qu'ils seront présents parce qu'ils le méritent. Enfin bref, du coup c'est comme ça que se termine l'épisode de Raw. C'était un épisode assez chargé et un très très bon épisode. J'ai bien aimé cet épisode-là, ça fait 2 semaines déjà, enfin une semaine en plus de celle-là, que Raw me déplaît pas du tout. Donc voilà, donnez-moi votre avis personnellement, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes ces annonces, de cet épisode de Raw dans sa globalité. Donc voilà, d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous bisous.